Oser rêver grand et tenir bon. Quand vous vous projetez, il faut aussi se dire qu'il y a des obstacles et se préparer psychologiquement à les affronter, même si vous ne les connaissez pas, hein, et dire que ça ne va pas être facile parce que bon, c'est comme ça, la société, c'est une sorte de pyramide. Hein. Donc, plus vous voulez aller là-haut, mais plus c'est restreint, plus c'est serré, et plus vous montez, plus c'est serré. Donc, si vous restez à la base, bon, il y a tout le monde et là, c'est confortable. Donc, il faut savoir garder les caps et ne pas céder à certaines tentations. Dans l'arène du droit, il existe plusieurs corps de métier, plusieurs professionnels, des experts chevronnés. Après de longues études, des parcours aussi rudes et diversifiés, exemplaires et très significatifs, ils arrivent à bout de souffle, j'ai envie de dire. Ils finissent le parcours. Et ils exercent dans nos tribunaux, ils exercent dans nos juridictions. Ils apportent cet idéal dont la société a tant besoin, la justice. Aujourd'hui, pour l'occasion et pour notre 4e épisode, j'ai envie de dire, nous recevons un homme au parcours atypique. Il incarne cette exemplarité pour la jeune génération, mais aussi, à travers ses conseils très avisés, il est le bon invité de ce jour. Le parcours et résilience. Je veux nommer Dr Sawadogo Adrien. Bonjour, monsieur le greffier. Bonjour, monsieur Assidé. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission spéciale ce jour. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour m'avoir donné l'occasion de participer à votre émission et de m'adresser à votre public qui, j'espère, sera ravi des échanges que nous allons avoir. En tout cas, pour ma part, je suis disposé et disponible dès qu'il faut pour participer à la diffusion de l'information et à l'amélioration, si vous voulez, de la justice consulaire que je connais le mieux. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Si c'est la toute première fois que vous découvrez cette production, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons vocation à présenter, un peu comme je le disais tantôt, des parcours atypiques pour inspirer des étudiants, inspirer des jeunes ou des personnes en quête de sens ou toute personne qui souhaite faire un travail introspectif sur lui pour découvrir la quête ou bien le sens dans son parcours. Parcours et résilience, comme le nom l'indique, il faut s'accrocher, chaque pas compte. Important. Alors, comme je l'introduisais également, il a été maître, il a été avocat, docteur en droit pour commencer, après avocat, aujourd'hui il est greffier au tribunal de commerce de Bordeaux. Docteur Sawadogo, présentez-vous à nous. Alors, moi, mon parcours, il est assez classique, comme beaucoup d'étudiants africains. Je suis originaire du Burkina Faso. J'ai fait mes études, mes premiers pas, étudiant en droit au Burkina Faso, là où j'ai obtenu la maîtrise. Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaîtraient pas à peu près le contexte juridique, il faut savoir que c'est une colonie française. Nous avons hérité de la législation française, donc ce qui fait que l'adaptation est très facile. Parce que nous avons les mêmes codes presque, que ce soit le code de commerce, le code des personnes de la famille, nous avons presque la même législation. Donc quand j'ai fini ma maîtrise au Burkina Faso et que je suis arrivé ici, bon, je n'ai pas eu beaucoup de... En tout cas, l'adaptation, ce n'était pas sur le plan législatif, c'était plutôt sur le plan social. Donc j'ai fait mes études à l'université de Bordeaux. Entre-temps, j'ai poursuivi donc, une partie de mes études en Belgique. Mais je suis revenu faire ma thèse en droit fiscal à l'université de Bordeaux. Donc après la thèse, je me suis inscrit à l'école des avocats. Donc, mais en exerçant, enfin, en travaillant parallèlement au greffe du tribunal de commerce ici, et je me suis installé comme avocat. Bon, après, pour diverses raisons, je suis revenu pour être greffier à plein temps ici. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus le titre d'avocat, enfin, je n'exerce plus,
même si j'ai les compétences et les diplômes, mais je n'exerce plus en tant qu'avocat. Je suis greffier au tribunal de commerce. Oui. Alors, je l'entends bien parce que pour exercer en tant qu'avocat, il faut être inscrit à un barreau en tant qu'avocat. Exact. Voilà. Donc, vous êtes inscrit au tableau. Le terme exact, c'est vous êtes sur le tableau. Okay. Vous exercez. Et quand vous ne souhaitez plus exercer, vous demandez au bâtonnier une omission du tableau. Okay. Et donc, vous êtes omis du tableau. Et quand vous voulez reprendre, vous envoyez une lettre pour demander votre réinscription sur les tableaux. Parfait, parfait. Je connais surtout, hein, on ne va pas se le cacher, je connais surtout votre franc-parler sur des thématiques liées à l'intégration des étudiants étrangers ici en Europe et aussi sur diverses autres questions d'intégration ou autres. Et tel vous l'avez présenté tout à l'heure, votre parcours, ça paraît tellement beau, tellement simple. Mais moi, je voudrais savoir les anecdotes qui se cachent derrière tout ce parcours. Il n'est pas devenu, docteur Sawadogo n'est pas devenu docteur en un jour. Et qu'est-ce qui vraiment a marqué, a été décisif pour lui dans ce choix de carrière et dans ce choix aussi d'objectifs professionnels ou d'objectifs d'études? Beaucoup d'étudiants qui arrivent en Europe, dont je fais partie, nous avons le souci en fait de l'excellence. Parce que vous êtes parti de chez vous, vous arrivez donc dans un pays que vous connaissez, que vous ne connaissez pas du tout, et donc au fur et à mesure vous découvrez, vous regardez, et vous essayez de vous projeter. Et donc vous regardez aussi ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et vous essayez soit d'éviter, quand vous constatez que y a des choix qui ont été faits et que vous estimez que ce ne sont pas les bons choix, parce que c'est une appréciation personnelle, hein, et vous regardez ceux que vous pensez qu'ils ont fait les bons choix et vous essayez d'être donc dans l'air pas. Donc bon, on ne peut pas comme ça dire des noms, mais il y a des gens qu'on a vus, donc qui ont inspiré. Je suis arrivé ici, il y avait déjà des avocats africains, même si à l'époque ils n'étaient pas nombreux, mais en fait il y avait des avocats africains. Et tu te dis, ben, en fait, si eux ils ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et donc c'est comme ça qu'on se projette, et ce qui a conduit à faire ces longues études pour pouvoir arriver à ce niveau. Intéressant. Est-ce que vous avez, donc chemin faisant comme ça, des anecdotes à partager avec nous, des moments de difficulté, des moments de doute que vous avez donc rencontrés quand vous étiez étudiant? Oui, des moments de doute, forcément, il y en a eu. Tout simplement parce que quand vous arrivez et que vous devez, par exemple, chercher un stage, ce qui est le classique de tous les étudiants africains, vous commencez avec un CV vierge. Vous n'avez rien à mettre sur le CV. Donc, surtout, ceux qui arrivent ici à un certain âge, vous n'avez rien à mettre sur le CV. Quand vous dites vous n'avez rien à mettre sur le CV, est-ce à dire que tout le parcours fait au pays n'est pas considéré? Alors, je peux même dire que non. Il n'est pas considéré. Malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas, je n'utilise pas d'adjectif. La difficulté, c'est que quand vous dites que vous venez d'un pays africain et que vous avez un bac plus 4 en droit obtenu dans un pays africain, le chef d'entreprise qui peut-être ne connaît pas l'Afrique a du mal à dire que vous avez les aptitudes, les compétences nécessaires parce que vous avez fait vos études en Afrique. Ce n'est pas donner un avis défavorable ou enfin, c'est juste que la personne a du mal à se dire que vous avez les compétences nécessaires, tout simplement. Autre chose, ici, bon, c'est la société qui veut ça. Les étudiants, à la fin de l'année, ils font des petits boulots, comme on le dit, dans des entreprises, enfin, que ce soit un peu partout dans les grandes surfaces. Et quand ils vont faire les CV, ils peuvent mettre ça. Ou il y en a qui font aussi des stages, un mois par-ci, un mois par-là. Mais quand vous arrivez d'Afrique, en fait, tout ce référentiel-là, vous ne l'avez pas. Et donc, quand vous donnez votre CV pour demander à être recruté quelque part,
évidemment que votre CV il est léger. Vous n'avez pas d'expérience concrète sur le sol français. Et ça, c'est très difficile. Et donc, il faut avoir la chance et provoquer, enfin, cette chance aussi, pour obtenir un premier stage ou un premier travail concret, pour au moins avoir un référentiel sur lequel l'employeur qui veut vous embaucher peut se baser pour vous accorder votre chance. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile et je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous suivent, beaucoup vont se reconnaître dans cette difficulté primaire. Et là, c'est le premier obstacle à franchir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette difficulté. Vous avez les compétences, mais vous n'avez pas les crédits parce que, en fait, votre CV tel qu'il est présenté, ça n'inspire pas. Ouais. En plus, le crédit, on l'accorde aux gens. Et donc, effectivement, quand ce crédit n'est pas accordé, en quelque sorte, qu'on n'a pas cette confiance ou cette foi ou bien, oui, cette croyance en vous, de facto, ça peut constituer justement un train à avoir des stages comme vous l'avez suffisamment décrit tout à l'heure, je pense. Et c'était une difficulté alors auquel vous étiez confronté à vos débuts? Ah oui, c'est une difficulté à laquelle je me suis... Enfin, bon, il ne faut pas personnaliser. Oui, parce que je sais que je ne constitue pas une exception à ce niveau. Oui. Je sais que c'est le quotidien tout à fait. De beaucoup d'étudiants qui arrivent, surtout ceux qui viennent après l'université, ceux qui arrivent après le bac immédiatement. Bon, eux, ça va encore un peu, parce que bon, après le bac, vous vous inscrivez en première année, vous avez le temps en première année, deuxième année d'avoir comment je veux dire, un petit boulot par-ci, par-là, pour meubler le CV. Mais quand vous arrivez à un certain âge, en fait, vous n'avez plus cette faculté. Vous arrivez avec un bac plus 2, plus 3, plus 4, mais immédiatement, il faut postuler pour avoir un stage quelque part, sinon un travail. Et à ce moment, ça devient plus compliqué. Tout à fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque bon, faut pas juste étaler les difficultés, il faut aussi proposer une solution en fonction du vécu. Oui, donc peut-être que la suite de l'entretien nous permettra d'aborder ces sujets. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Et je voudrais savoir, donc vous êtes né au Burkina Faso, vous avez fait vos études, en tout cas une partie de vos études là-bas au Burkina Faso. Je voudrais savoir quelles sont les valeurs dans lesquelles donc vous avez grandi, les valeurs qui vous collent aujourd'hui toujours à la peau et sur lesquelles vous êtes aligné même dans l'exercice de votre profession. Alors, bon, ce sont des valeurs, on va dire des valeurs presque universelles. Ah oui. Même si bon, on peut dire qu'en Afrique, c'est un peu plus marqué à l'époque, hein, parce que je suis arrivé ici il y a quand même un certain moment, mais c'est le respect des aînés, le respect de la parole donnée, même si souvent c'est difficile, le respect de l'engagement, de la parole donnée, le respect de l'autorité, et la sincérité en toutes circonstances. Et je pense que ce sont les vecteurs qui m'ont aussi permis d'avoir ce parcours. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne suis pas ici parce que je suis compétent. Non, je suis resté ici parce que je suis compétent. C'est différent. Je suis rentré ici parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Ce n'est pas un service public. Donc, il y a des gens qui m'ont fait confiance justement parce qu'ils ont vu en moi ces valeurs qui m'ont permis de rentrer ici. Mais maintenant, une fois que vous rentrez, il faut prouver que vous êtes compétent pour rester. Et donc, la clé pour rentrer ici, ce n'était pas mes compétences juridiques. En quelque sorte, le réseau. Je ne vais pas dire les réseaux. Je vais dire, puisqu'on parle de résilience. De résilience et de valeurs, oui. Bon, maintenant, si on veut voir en ça un réseau, peut-être. Mais ce n'est pas le réseau, parce que le réseau souvent prend une connotation un peu négative, à mon sens.
c'est les réseaux qui te permettent de, même si vous n'êtes pas compétent, puisque vous avez les réseaux. Non, c'est pas sous cet angle qu'il faut voir la chose. Encore faut-il aller chercher l'opportunité. Il faut vraiment chercher, essayer de bousculer les choses, être téméraire dans ses recherches pour pouvoir finalement poursuivre ses rêves aussi. Oui, mais il faut, en fait, faut provoquer, il faut chercher, il faut beaucoup réfléchir, voir en fonction de là où je vais aller, quel chemin je dois emprunter. Et ça, il y a beaucoup de choses que l'on doit lier compte. Il y a le facteur chance, il y a aussi le facteur lucidité, parce qu'il ne faut pas tenter tout et n'importe quoi. Il faut essayer de voir quel est le chemin idoine pour essayer d'avancer, parce que nous sommes aussi dans un monde concurrentiel, c'est comme ça. Et en fait, vous ne pouvez pas emprunter un chemin là où vous êtes le seul. Si vous empruntez un chemin que vous êtes le seul, posez-vous bien des questions. Peut-être qu'il ne faut pas aller plus loin. Voilà. et parlant justement de réflexion, de lucidité, parce que quand je vous posais la question tout à l'heure sur les valeurs, c'était pour vous identifier un peu à vos jeunes âges et comment toutes les prises de conscience, la lucidité est arrivée finalement dans votre carrière. Parce que quand on est enfant, on se fout de rien. On est un peu naïf dans ses choix. À un moment donné, en grandissant, on se rend compte de certaines réalités et on commence par véritablement se faire soi-même une conviction. Et donc, à quel moment vous êtes découvert, vous avez pris conscience de vous-même, vous vous êtes identifié à certaines valeurs et savoir maintenant, c'est ça je veux. Il faut que je cherche ça, il faut que je trouve ça, il faut que j'aille vers ça. Donc, pour le parcours de développement personnel, si on peut le dire, caricaturé dans ce sens-là. Alors, moi, je suis arrivé ici, j'étais déjà âgé. Mature, voilà. J'avais 26 ans, donc j'avais déjà en tête donc, ce que je voulais faire. Et pas les projets professionnels arrêtés quand même, mais bon. En fait, tu te disais, voilà, oui, j'ai cet objectif de réussite professionnelle. Et donc, quand vous projetez, vous essayez les choses et vous regardez, est-ce que, ça c'est le bon choix. Donc, vous faites vos études, vous validez des diplômes. Comme beaucoup d'étudiants étrangers, on arrive à valider les diplômes. La difficulté n'est pas à ce niveau. La difficulté, c'est comment maintenant basculer dans le monde du travail. Et c'est ça le principal problème. Surtout dans des filières comme les droits, tout ce qui est littérature, dans les filières scientifiques, ça va encore un peu, puisque on va dire que le marché du travail n'est pas le même, suivant que vous êtes du côté littéraire ou scientifique, ça ne se présente pas pareil. On va dire que c'est les littéraires. Là, il y a beaucoup de monde, il y a très peu d'offres d'emploi, et donc il faut vraiment trouver les moyens pour se sortir du lot. Et quand vous vous projetez, vous vous envoyez les CV, vous postulez aux offres d'emploi, vous avez à peine des réponses, puisque je pense que sur 100 CV envoyés, vous avez 10 réponses et qui vont être négatives, mais au moins vous avez 10 réponses. Donc vous cherchez à voir par où vous pouvez débloquer la situation. Et donc, c'est en réfléchissant comme ça que vous vous dites, il faut que je découvre d'autres façons de faire. Et donc, vous essayez de vous diversifier dans votre relationnel, dans votre analyse aussi de la société, parce que il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Pour approcher quelqu'un, il faut connaître la personne. Quand je dis connaître, ce n'est pas juste une connaissance physique, c'est connaître aussi sa façon de raisonner, son quotidien. Et c'est ça qui vous permet de vous approcher de la personne. Et plus vous approfondissez cette connaissance, plus ça permet de tisser des liens. Oui. Et même ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté parce que quand on prend donc, les étrangers qui arrivent, en fait, on ne connaît pas forcément la culture et la mentalité française. Et vice-versa. Et donc, ça fait un hiatus. Et du coup, en fait, il faut trouver les solutions pour débloquer ça. Et en fait, comme c'est nous qui sommes dans les besoins,
c'est à nous de chercher la clé pour débloquer. C'est pas, je veux dire, c'est pas, enfin, je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'est pas aux Français de débloquer cette situation. Lui, là, nous sommes en train de rentrer dans les détails. Là. Lui, il n'est pas dans les besoins. C'est nous qui sommes dans les besoins. Donc, c'est à nous de chercher les clés pour débloquer, justement, ce qui semble être un blocage, qui est en réalité, en fait, une incompréhension réciproque. Je l'entends très bien. Oui. Alors, ça, par exemple, cette réalité, je dirais que même de l'autre côté, dans nos différents pays, cette réalité aussi existe. Quand tu finis tes cours, il faut bien trouver du stage, et vous êtes nombreux à demander de stage, donc il y a des demandes par-ci, par-là. Très peu sont acceptés. Et donc, il y a toujours aussi cette question de découverte qui s'impose, à trouver vraiment la manière pour accrocher la personne auprès de qui on souhaite avoir l'offre. Donc, ça me paraît tout à fait normal, ce que vous dites d'une part. Alors, non, le contexte n'est pas le même, en fait. Le contexte est tout à fait différent parce que il y a les nombres que vous dites, mais il n'y a pas un obstacle supplémentaire. Ici, il y a les nombres, mais il y a aussi un obstacle supplémentaire qui est le fait que en fait, vous n'êtes pas français. Enfin, oui, je ne sais pas. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Oui, j'espère qu'ils comprendront. Et une entreprise, donc les plus jeunes qui m'écoutent comprennent ça. Une entreprise, c'est une machine. Et une machine est composée d'un ensemble de pièces. Et que chaque pièce contribue au bon fonctionnement de la machine. Tout à fait. Donc, s'il y a une pièce défectueuse, le système se grippe. Tout à fait. Donc, le chef d'entreprise qui veut embaucher, en fait, et souvent j'ai dit, il faut faire attention. Le chef d'entreprise qui veut embaucher, qui a 10 salariés, qui sont là et que sa machine fonctionne. Quand il veut prendre une pièce, donc un salarié pour intégrer aux 10, il se pose la question, est-ce que cette pièce-là ne va pas faire en sorte que la machine se grippe? Tout à fait. Et à partir du moment où il regarde, lui, bon, il vient d'arriver. Donc peut-être qu'il ne comprend pas encore le système français. Peut-être qu'il n'a pas la même mentalité que mes employés qui sont déjà là. Et une fois qu'il commence à se poser cette question, il ne va pas prendre les risques. Tout à fait. Ce qui est normal. Mais, et là, comment vous faites? Mais en fait, c'est à toi de démontrer que tu es la pièce indispensable ou la bonne pièce. C'est à toi de montrer que tu peux te fondre donc, avec l'ensemble des pièces pour faire en sorte que la machine continue à fonctionner. Mais si vous n'arrivez pas à prouver ça, ben, en fait, vous restez sur les côtés. Tout à fait. C'est tout simplement ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des termes qu'il ne faut pas employer. Mais il faut aussi comprendre le chef d'entreprise qui doit recruter, qui a le souci de faire en sorte que sa machine continue de fonctionner. Voilà. Non, mais c'est très démonstratif et très pédagogique d'ailleurs, cette démonstration. Et donc, moi, ça soulève aussi la question de lucidité. Tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est passé aussi simple comme ça, mais je reviens là-dessus parce que la lucidité, ce n'est pas simplement un mot, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que votre intervention ou ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Vous comprenez le sens dans lequel vous le faites et vous savez ce que ça vous apporte. Et ça, en tant qu'étudiant, plusieurs n'ont pas ce sens-là de manière aussi poussée. Parce que d'ailleurs, les études ne donnent pas énormément de temps à ce qu'il y ait cette réflexion derrière. Le cours qui est là, tu bûches le cours, tu vas déverser, tu as tes notes à la fin d'année et tu passes en année supérieure. Mais à quel moment précis l'on doit consacrer du temps pour faire ce travail introspectif? Ou à quel moment vous avez consacré du temps pour le faire? Alors, les deux aspects de la question. À quel moment il faut le faire? Non, il n'y a pas de moment pour le faire. Je pense que dès que vous arrivez, il faut le faire. Bon, malheureusement, il y a beaucoup qui n'ont pas la chance d'avoir des conseils avisés. En fait, vous naviguez à vue et vous vous formez, vous vous éduquez donc dans cette société en fonction de vos horaires. Vous essayez quelque chose aujourd'hui, ça fonctionne, demain ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Bon, il y en a peut-être qui ont un peu plus de chance d'avoir des grands frères ou côtoyer des gens pour leur donner des conseils avisés. Bon, ça c'est à chacun son parcours.
Mais je dirais, il n'y a pas de temps pour le faire. Il faut, dès que vous arrivez, il faut vous mettre en fait, en parallèle que vous faites vos études, puisque en fait, les études, ce n'est pas une finalité, en réalité. Bien sûr. C'est le diplôme n'est qu'un moyen parmi tant d'autres d'accéder à la réussite ou à un emploi. Ce n'est pas une finalité, le diplôme. Donc la finalité, c'est d'avoir une carrière professionnelle bien faite, mais ce n'est pas le diplôme. Le diplôme n'est qu'un moyen, en réalité. Donc, en parallèle, quand vous faites vos études, je pense qu'il faut aussi travailler ces côtés. Bon, malheureusement, on n'est pas dans cette optique, justement, de façon générale, parce qu'en fait, on se contente sur le diplôme. Non, mais c'est aussi les réalités, parce que la préfecture est derrière, l'administration elle est derrière, donc il faut forcément faire les diplômes. Donc on se soucie plus d'autres facettes de soi-même, on se néglige à la limite pour vite avancer. Je ne pense pas que ça soit incompatible, en fait. Je pense juste que c'est, bon, je dirais pour ma part, hein, c'est une méconnaissance, en fait, des moyens à mettre en œuvre pour aller vers la réussite professionnelle, en fait. Tout simplement, parce que le diplôme n'est pas incompatible, et voire même les compléments nécessaires du diplôme, c'est ce travail justement de compréhension de la société, oui, d'intégration de la société. Oui. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir facilement un stage, c'est ça qui va vous permettre d'avoir facilement un travail. Mais si vous vous concentrez que sur la préparation de votre diplôme, les diplômes, c'est plus ou moins, on va dire, un peu mécanique. Oui. Vous allez avoir des bonnes notes. Si tant est qu'il n'y ait pas entre-temps une obligation de faire un stage pour lesquels vous allez souffrir, parce que moi j'ai connu des étudiants ici qui n'ont pas pu valider des diplômes parce qu'ils n'ont pas obtenu dans les temps nécessaires les stages qu'il fallait. Justement parce que, ben, en fait, vous n'aviez pas cette connaissance du tissu social pour vous permettre d'avoir un stage. Ce qui est quand même un peu, dur, si vous voulez. Vous avez les compétences techniques, vous voulez faire un stage, et quand on est étudiant, on pense que bon, les stages, de toute façon, je vais aller travailler gratuitement, donc bon, on prend ça à la légère. Alors que non, les stages, ce n'est pas aller travailler gratuitement. Ce n'est pas ça, c'est que d'abord, vous ne travaillez pas, vous apprenez, c'est différent. Et l'entreprise qui vous reçoit, en fait, consacre du temps à vous former. Et donc, il faut aussi avoir ça en tête, que quand vous postulez pour demander un stage, il faut, si vous mettez en avant les compétences théoriques que vous avez, il faut savoir aussi mettre en avant l'apport que vous allez, que vous apportez, le plus que vous apportez à l'entreprise pour la soulager du temps perdu à vous former. Parce qu'un stagiaire, il faut lui consacrer un salarié, même si c'est le tiers ou le quart de son temps, à vous former, à vous expliquer les choses. Et en contrepartie, si vous n'êtes pas productif, en fait, c'est une perte pour l'entreprise. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas se contenter d'envoyer un CV en disant j'ai un master 2 plus machin dans telle filière. Il faut aussi équilibrer en disant bon, en contrepartie, je pourrais faire ceci ou cela. Et ça, je vous le dis avec le recul, parce que comme beaucoup, en fait, j'envoyais les CV avec les lettres de motivation en pensant que bon, de toute façon, comme je ne demande pas à être payé, ça va être facile. Non. C'est pas ça. Ah oui, ah oui. Voilà. C'est une très belle transition d'ailleurs, puisque nous avons jusque-là donc faire un état de lieu très, très instructif et très, très intéressant. Allant sur des solutions, sur des stratégies, comment est-ce que vous êtes parvenu, vous avez fait pour être donc arrivé là où vous êtes aujourd'hui, que ce soit sur le plan administratif, donc avec la préfecture, avec les cours, avec même le travail, parce qu'il faut manger, il faut se nourrir et tout ça. Oui. Comment est-ce que vous avez fait? S'il y a des anecdotes purement collées à vous, et là, il faudrait vraiment personnifier, dites-nous tout, on veut savoir. Alors, non, je n'ai pas d'anecdotes. Vous ne voulez pas nous raconter les anecdotes? Oui, je pense qu'il ne faut pas trop personnaliser l'échange, parce que bon. Non, mais après, c'est votre parcours, on veut entendre aussi. Ce n'est pas, comment je veux dire, mon vécu n'est pas universel. Je vais juste dire une chose, c'est que pour demander une carte de séjour, il y a
En fait, on vous demande 3 choses en réalité. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si vous êtes étudiant, une attestation d'inscription. Où vous dormez, donc votre attestation de logement. Et comment vous subvenez à vos besoins au quotidien, donc une attestation de revenus. Une fois que vous avez compris ça, je pense que le reste, ça va de soi. Une seule exception, prêt. Il faut anticiper. Si cette année vous êtes étudiant, mais posez-vous la question, l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai fait? Si je veux toujours être étudiant, bon, il faut que je valide mon diplôme pour continuer à être inscrit. Si je suis un travailleur, si je suis en CDI, la question ne se pose pas, mais si je suis en CDD, il faut que je puisse anticiper. Bon, vous ne le précisez pas dans vos questions, mais je pense que la difficulté, c'est surtout pour les étudiants, pour 2 raisons, à des niveaux différents. Donc, je suis dans ma carrière de façon normale, donc je valide d'année en année mes diplômes. Donc, à la fin, j'ai fini mes études et je me retrouve en fin de parcours. Comment j'ai fait pour passer de l'autre côté? Et ça, franchir ce cap, justement, c'est le problème de beaucoup d'étudiants. Bon, je ne suis plus trop au fin des différentes cartes de séjour, mais bon, je sais qu'il y a l'autorisation provisoire de séjour. On vous donne 6 mois pour aller chercher un travail dans votre filière, donc ce qui vous permet de passer du statut d'étudiant après à salarié. Mais la difficulté, c'est que justement, on se focalise trop sur les études et on oublie les côtés bascules, on oublie les côtés professionnels. Et ça, il faut anticiper ça. C'est-à-dire que quand vous faites les études, si vous avez la chance de faire un stage quelque part, dans n'importe quelle entreprise, faites-vous le pari de ne pas quitter cette entreprise sans garder un contact. Intéressant, oui. Si vous faites 1 mois quelque part dans une entreprise à travailler, à venir du lundi au vendredi, au bout d'1 mois, et que vous quittez cette entreprise, et que 1 mois après, vous êtes incapable d'envoyer un message à quelqu'un pour savoir comment il va, dites-vous que vous avez échoué. Et malheureusement, on n'a pas ce réflexe. Parce que c'est par ces contacts que vous allez tisser votre réseau. C'est une occasion qui vous est donnée de rentrer en contact avec des professionnels, quels que soient les domaines, et que si demain, pour X ou Y raison, soit vous voulez revenir dans cette entreprise ou vous cherchez autre chose, cette personne avec qui vous avez gardé contact, si elle est incapable de vous trouver la solution, va dire « Ah, j'ai un ami qui, ou j'ai un neveu qui, ou j'ai un oncle, il y a quelqu'un que j'avais rencontré qui pourrait peut-être vous être utile. » Mais il faut avoir ça en permanence quand vous êtes quelque part. C'est-à-dire que c'est important parce que ici, en fait, vous venez sans rien. Donc, il faut tout construire. Et si au quotidien, vous n'avez pas ce réflexe, ben, en fait, vous allez faire 4 années d'études et à la fin, vous avez les diplômes, mais vous ne pouvez passer un coup de fil à personne pour lui dire, bon, voilà mon CV, est-ce que vous pouvez le transmettre à quelqu'un? Est-ce que vous n'avez... Et ça, il faut qu'on ait ce réflexe. C'est que beaucoup n'ont pas. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites. Et donc, ne pas perdre de vue ces réflexes-là et continuer toujours dans les approches de solutions ou dans des idées ou stratégies. Avez-vous d'autres, pour nos chers téléspectateurs ou notre audience, d'autres stratégies pour s'en sortir dans cet environnement Alors, je ne peux pas parler de stratégie parce que bon, je pense que dans la façon de présenter, je ne sais pas si le mot stratégie, ça... Ne serait-ce peaufiner sa vision professionnelle avec des deadlines ou avec des objectifs, c'est de la stratégie. Ah oui, mais bon, moi je pense qu'il faut... Ou mettre de côté les études, aller travailler et reprendre les études après, parce qu'on a la préfecture derrière, c'est aussi une stratégie.
Non, alors, moi, je ne dirais pas qu'on a la préfecture derrière. On n'a pas la préfecture derrière. Ah ben, monsieur le greffier, je suis d'accord avec vous. Oui. Voyez, par exemple, des étudiants Oui. avec des ambitions qui intègrent des universités Oui. Et qui, au bout d'une première année d'échec, deuxième année, on leur colle des refus de renouvellement, ben, ils voient leur ambition ralentie à néant. C'est tout un stress. Et donc, il faut justement des stratégies pour pouvoir braver cela. Alors, vous êtes d'accord avec moi que peut-être dans d'autres villes, c'est plus simple aussi à avoir des... Non, je ne suis pas d'accord. Alors, dites-nous. Je ne suis pas... Je m'inscris en faux par rapport à cette façon de peindre exactement la situation. Il faut savoir que l'évolution... En tout cas, oui, l'évolution des formalités pour l'obtention des cartes de séjour est liée aussi à ce qu'on constate sur le terrain. Au fond, c'est quoi le problème? Donc, vous avez des personnes qui, une fois donc, leurs études arrivées à un certain niveau en Afrique, demandent un visa, ou ailleurs, hein, bon, on va être un peu plus large, demande un visa pour venir faire des études en France. Donc, vous arrivez, et une fois que vous êtes en France, vous mettez de côté l'aspect études et vous travaillez. Bon, qui n'a pas respecté le contrat? Mais, bon, oui, visiblement, celui donc, qui est arrivé. Manifestement, c'est l'étranger qui n'a pas respecté le contrat. Vous avez un visa pour venir faire des études. Donc, faites les études. Le problème, ce n'est pas l'échec. Hein. L'échec est admis, n'importe qui peut échouer à un moment donné. Mais si, à côté de l'échec, je constate qu'en fait, sur votre compte bancaire, tous les mois, j'ai un virement correspondant à un salaire quelconque, vous n'avez pas échoué dans vos études. Vous avez manifestement manqué de respect à votre parole. Tout à fait. Et donc, quand on manque de respect à sa parole, ne soyez pas étonné d'avoir une sanction derrière. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que ces cas, effectivement, peuvent exister dans des cas, mais ceux dont je vous parle également, ça existe, où des étudiants, au bout d'échecs, je ne sais pas moi, de 2 échecs, ou un seul, se voir refuser le titre de séjour. En fait, ce sont des dommages collatéraux. Parce que justement, en fait, l'administration était amenée à refuser les cartes de séjour pour des étudiants justement qui, au lieu d'aller aux études, travaillaient parce qu'ils n'ont pas respecté donc le contrat de base. Et résultat, en fait, on s'est dit, bon, mais puisque vous avez travaillé, vous avez échoué à vos études, on vous refuse la carte de séjour. Et ainsi de suite, on dit, bon, mais 2 refus, ben, ça veut dire que en fait, vous ne faites pas sérieusement les études, même si je n'ai pas la preuve manifeste que vous ne les faites pas, mais bon. Néanmoins, je constate quand même que vous avez échoué 2 ou 3 fois, ce qui veut dire que aussi que vous ne faites pas les études, et donc tout le monde prend la même sanction. Et ce que je voulais dire justement en vous titillant un peu sur ce sujet, c'est que ces refus ne sont pas aussi catégorique à l'étudiant ou à la personne de prouver que pendant ces périodes-là, qu'il ou qu'elle faisait des études et donc de démontrer justement cela dans un recours, n'est-ce pas? Exact. Mais même avant le recours. Enfin, il y a plusieurs types de recours. Bon, il y a les recours hiérarchiques. Après, vous avez donc le contentieux administratif. Bon, c'est pas tant le sujet, mais je veux dire que et ça c'est un peu bon comment je veux dire du conseil. De la procédure. Oui, non, enfin du conseil, mais vraiment enfin de façon tout à fait comment je veux dire un peu cohérente, pratique et logique et pratique. Si au cours d'une année, d'accord, des difficultés familiales ou des problèmes de santé font que je ne peux pas suivre les cours correctement et que je me retrouve à la fin de l'année avec donc des notes catastrophiques et que je dois renouveler, faire une demande de renouvellement de ma carte de séjour, rien ne t'empêche, rien ne vous empêche, avec votre dossier, de joindre une lettre explicative pour dire, écoutez, je suis conscient de ma situation.
Mais malheureusement, au cours de l'année qui s'est écoulée, j'ai eu telle difficulté qui explique qu'en fait, je n'ai pas pu être de façon assidue au cours, et vous joignez les justificatifs. Ne serait-ce que sur le plan humain, la personne qui étudie ce dossier ne peut pas avoir le même regard que l'autre dossier, là où en fait on lui fournit juste donc, les bulletins, les relevés des notes, où on constate qu'en fait vous avez des 2, des 3 sur 20, sans aucune explication cohérente. Donc il faut quand même à un moment donné se poser et voir comment les décisions se prennent et comment contourner un obstacle. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que vous avez redoublé 2 ou 3 fois qu'on vous refuse la carte de séjour. C'est peut-être parce que vous n'avez pas expliqué pourquoi vous avez redoublé 2 ou 3 fois. Tout à fait. La logique, elle est différente en fait. Si vous arrivez avec une explication logique, il n'y a aucune difficulté. Je ne pense pas que la préfecture soit composée que des gens qui raisonnent de façon mécanique. Non, on est d'accord, ce n'était pas pour un procès à la préfecture, hein, c'était pour vous amener justement à donner ces stratégies. En fait, ce ne sont pas des stratégies selon vous, mais à donner en tout cas ces conseils pratiques. Donc, il ne faut pas penser que c'est mécanique et produit aussi des documents suffisamment à l'appui qui expliquent véritablement la situation que l'on est traversée afin de donner un aperçu général et permettre à l'administré qui travaille derrière d'être aussi un humain. Ah oui, forcément. Forcément. Et je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément dans l'approche des dossiers, dans la façon d'aborder la question. Et malheureusement, souvent, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il faut savoir que enfin, les moyens informatiques permettent, sans faire beaucoup de recherches, mais d'appréhender votre activité. Si vous êtes étudiant et qu'on constate qu'en fait, vous n'avez aucun revenu extérieur et qu'on regarde votre compte et qu'on voit des mouvements de fonds, en fait, même si je ne vous pose pas directement la question, je sais que vous passez plus votre temps à travailler qu'à faire des études. Donc, ne venez pas me dire que vos absences sont liées à autre chose. Vos absences sont liées au fait que en fait, vous passez votre temps à travailler et que vous ne partez pas au cours. Bon, en tout cas, je pense, oui. Parcours et résilience. Hein. Donc, ce qu'on peut aussi retenir de ce que vous dites ou quel autre conseil vous pensez pratique justement sur la thématique de cette production, parcours et résilience, à toutes ces personnes-là qui sont justement en besoin de quelconque mot, en besoin de quelconque réconfort aujourd'hui ou qui seraient touchés par cette production? Je vais rejoindre sur ce sujet quelque part donc, votre façon de penser et votre nom, parce que j'ai lu quelque part qu'il faut rêver grand, c'est ça? Faut rêver grand oser rêver grand et tenir bon. Quand vous vous projetez, il faut aussi se dire qu'il y a des obstacles et se préparer psychologiquement à les affronter, même si vous ne les connaissez pas, hein, et dire que ça ne va pas être facile, parce que bon, c'est comme ça, la société, c'est une sorte de pyramide. Hein. Donc, plus vous voulez aller là-haut, mais plus c'est restreint, plus c'est serré, et plus vous montez, plus c'est serré. Donc, si vous restez à la base, bon, il y a tout le monde, et là, c'est confortable. Donc, il faut savoir garder les caps et ne pas céder à certaines tentations. Si vous finissez vos études et que vous voulez avoir un travail qui correspond absolument à vos qualifications, évitez d'aller dans des entreprises là où vous savez pertinemment que vous n'allez pas
réaliser votre objectif professionnel. Je peux entendre aussi que souvent financièrement c'est difficile, il faut avoir de quoi assurer le quotidien. Mais le danger, à mon avis, c'est que quand vous rentrez dans le monde professionnel, quel que soit le niveau, en fait, après c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de quitter là où vous êtes rentré pour aller vers quelque chose de plus haut. Parce que vous prenez un travail, vous prenez un crédit, vous vous projetez, et en fait, à partir du moment où vous rentrez dans ce circuit, c'est très difficile de dire « je démissionne pour chercher autre chose ». Et tant que vous ne démissionnez pas aussi, vous n'avez pas le temps matériel de chercher. Et donc, vous êtes là en pensant que le jour où vous avez trouvé un autre travail mieux rémunéré, je vais partir. Et comme vous n'avez pas le temps de chercher ce travail mieux rémunéré, en fait, vous êtes là et le temps passe et vous y êtes. Et plus le temps passe, plus vous perdez toute crédibilité par rapport à votre formation. Parce que si vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes mécanicien auto de formation, si vous passez 5 ans, 6 ans à faire autre chose que de la mécanique auto, vous vous doutez bien qu'au bout de la 7e année, vous n'avez aucune crédibilité sur ce plan. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec des gens qui ont une qualification théorique dans un domaine donné, mais qui exercent tout à fait autre chose, parce que justement, ils sont tombés dans cet engrenage et ils n'ont pas pu, en fait, trouver les voies et les moyens pour rebondir. Voilà ce que je peux dire, M. Sidé. Non, mais c'est très intéressant. C'est quelques mots très intéressants que vous avancez. J'entends bien que le parcours et ces obstacles font qu'on devient en fait celui que le professionnel aguerri, l'expert avec toutes les compétences requises. Les obstacles du parcours aident à devenir justement cet homme accompli. Alors, homme accompli, bon... dans sa profession? Oui, dans la profession. Bon, c'est vrai qu'avec l'expérience, on est à l'aise sur des sujets. Il y a des sujets qu'on maîtrise parfaitement, mais on ne maîtrise pas tout. Tout à fait. Donc, il faut souvent, quelle que soit la question, surtout quand vous gérez donc des dossiers d'une certaine sensibilité, quand vous avez donc des vies en face, parce que bon, les chefs d'entreprise, nous sommes au tribunal de commerce, hein, il y a des chefs d'entreprise, et derrière une entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a une famille. Il faut faire très attention à ce que vous faites et ne pas partir forcément sur de l'acquis, même si vous êtes presque sûr donc, de la règle appliquée. Il faut prêter attention pour ne pas conduire une entreprise dans une situation difficile. Mais je précise quand même que moi, dans mon rôle de greffier, je prends rarement des décisions. Les décisions sont prises par les juges. Les greffiers aident à l'accomplissement de la formalité et donc nous accompagnons les juges qui, en fait, ont le pouvoir de juger, de prendre les décisions. Donc, je ne suis pas juge, je suis que greffier, j'accompagne, j'aide au respect de la procédure, j'aide à l'échange donc entre les parties, entre les différentes parties du procès, s'il y a un procès, pour permettre aux juges donc de prendre la décision qui convient dans le respect du principe du contradictoire. En quelque sorte, il y a de l'arbitrage dans votre travail ou c'est purement administratif? Alors, sur le plan strictement juridique, l'arbitrage prend un autre sens, mais on n'arbitre pas. Il n'y a pas... Non, mais de la négociation peut-être? Non, je n'arbitre pas, je ne négocie pas. Moi, j'ai un code de procédure civile et un code de commerce essentiellement. Donc, puisque au tribunal de commerce, ce sont les deux codes les plus utilisés, même s'il y a le code des sociétés. Tout à fait. Que vous voyez, donc, bien un sûr. code de procédure civile et un code de commerce que je dois scrupuleusement respecter et je m'attelle à ce que ça soit fait et avec les autres greffiers, mais les greffiers associés, c'est notre devoir, c'est pour ça que nous sommes là et on essaie de faire en sorte que en fait, la justice soit rendue... Pour les entreprises.
pour les entreprises. Voilà. En difficulté? Alors, pas que, parce que... Vous sauvez d'autres, vous arrivez à sauver certains dans des procédures de redressement et d'autres qui, finalement, n'arrivent pas. Là, M. Assidé, vous donnez, en fait, une vision du tribunal de commerce. Non. Peut-être du commun des mortels. Hein? Oui, du tribunal de commerce que beaucoup de chefs d'entreprise peut-être même peuvent avoir. Mais le tribunal ne gère pas que les difficultés des entreprises, en fait. Et le tribunal n'est pas là pour sanctionner les entreprises. Le tribunal aide les entreprises. En réalité, c'est ça. On aide les entreprises. Et avant même d'avoir, de passer à ce qu'on appelle le redressement, la liquidation ou sauvegarde, vous pouvez, quand vous sentez que vous avez quelques difficultés à payer vos fournisseurs ou à payer les impôts, enfin, vous pouvez venir demander à ce qu'on vous aide. En fait. Oui. Et il y a même un juge délégué à la prévention qui peut vous laisser voir gratuitement et vous proposer des solutions. Mais ça, c'est peut-être pas très connu, mais en fait, il y a un juge qui peut vous laisser voir, vous expliquer en fonction de votre situation, qui se juge même, lui-même, c'est déjà un professionnel, hein, souvent ce sont des chefs d'entreprise qui sont juges, donc il comprend parfaitement le fonctionnement d'une société et il va vous expliquer en fait ce qu'il y a lieu de faire. La liquidation, pour résumer et caricaturer un peu, n'intervient que dans les cas extrêmes. Et pourquoi en fait on liquide une entreprise? Mais c'est pour éviter l'effet de contagion. Si moi je suis une entreprise qui fabrique du bois, d'accord, si j'ai des difficultés et que je n'arrive pas à payer mes fournisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Moi, les bois, je l'ai acheté à une entreprise forestière, d'accord, qui lui-même a pris en leasing une grue et il paye son gasoil pour travailler. Donc, moi, je suis en difficulté, je n'arrive pas à payer cette entreprise. Et cette entreprise qui n'arrive pas à payer le vendeur des machines, qui lui-même ne va pas payer ses salariés et ainsi de suite. Exactement. Et donc, pour éviter cet effet domino, la seule chose à faire, c'est comme un peu en médecine, hein, il faut couper la partie malade. Oui, pour qu'il n'y ait pas de gangrène, en fait. Exact. Voilà, merci pour le terme. Et donc, c'est ce qui explique qu'on liquide les entreprises. Mais sinon, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prononce la liquidation judiciaire d'une entreprise. C'est justement pour, en fait, sauver les autres, sauver la majorité, et souvent même pour sauver les chefs d'entreprise. Parce que son patrimoine... Non, pas son patrimoine, non, on ne cherche pas à sauver son patrimoine, mais souvent même sa santé physique, sa santé mentale. Parce que quand vous gérez une entreprise, quand vous avez sur votre responsabilité un certain nombre de salariés et que vous n'arrivez pas à les payer, vous ne passez pas forcément de bonnes nuits. Tout à fait. Voilà, parce que vous savez que quand vous arrivez le matin, mais en fait, tout le monde vous regarde. Voilà. Ouais. Non, j'entends très bien ce que vous dites et ça me fait sens. Même dans la procédure collective, il y a la période d'observation dont l'objectif justement, c'est de voir l'État, de surveiller en quelque sorte le fonctionnement et voir potentiellement le redressement possible, les arrangements que l'on peut apporter aux chefs d'entreprise pour sauver justement la boîte. Et c'est quand vraiment les cas extrêmes arrivent que l'on passe à l'autre côté et aller jusqu'à la liquidation. Donc j'entends très bien ce que vous dites. Alors la période d'observation, oui, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va oublier la sauvegarde, on va dire aussi, même si on peut l'inclure dans les raisonnements, donc vous dites, je ne peux pas payer mes dettes. Et là, vous déclarez en quelque sorte... Vous faites votre déclaration de cessation de paiement, vous dites, je suis incapable aujourd'hui de payer mes dettes. Fournisseurs. Donc, le tribunal dit, il y a deux solutions. Soit vous estimez que la situation vous permet de rebondir, ou vous estimez que en fait là la situation est complètement compromise, irrémédiablement compromise, et vous demandez la liquidation judiciaire. Mais si vous pensez que vous pouvez rebondir et que vous demandez le redressement judiciaire, si le tribunal accepte,
on va vous donner 6 mois pour fonctionner. On va dire, ok, d'accord, donc, puisque vous pensez que vous pouvez rebondir, pour l'instant, les dettes que vous devez jusqu'au jour où vous déclarez jusqu'au jour où le jugement est prononcé, vous ne payez pas ces dettes, mais on vous donne 6 mois pour voir si vous pouvez continuer à fonctionner sans générer de nouvelles dettes. Donc, si vous arrivez à fonctionner donc, pendant 6 mois sans générer de nouvelles dettes, on commence à penser que la situation peut être sauvée. Et donc, soit vous établissez un plan de redressement pour dire, bon, moi, les dettes que j'ai, donc je peux les payer de telle manière sur une durée quelconque, qui en général est de 10 ans maximum, sinon 15 pour les entreprises agricoles. Donc, et vous soumettez ce plan au tribunal, ou vous estimez qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêt pour faire un plan, et vous demandez encore 6 mois, au cours desquels on va regarder si vous pouvez continuer à fonctionner sans générer de nouvelles dettes, et ainsi de suite. Donc, si on vous empêche de payer, donc il y a interdiction de paiement, on vous dit, bon, ne payez pas les dettes que vous avez jusqu'au jour du jugement, et qu'on constate que malgré tout, vous avez encore des dettes, on va estimer que malheureusement, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner. Et là, dans ce cas, soit vous-même ou le mandataire va demander la liquidation judiciaire. Oui, oui. Non, mais franchement, c'est très intéressant. En tout cas, ce fut un plaisir, hein, parce qu'on est parti de la situation très simple, liée à la personne, et on finit par le praticien que vous êtes dans des considérations un peu plus théoriques et universitaires aussi, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que nos chers amis, nos auditeurs, trouveront de quoi se former, se galvaniser tout au long de cette interview. Vous avez un dernier mot, juste un dernier mot, peut-être pour inciter aussi les uns et les autres à s'abonner à nous. Alors, M. Assidé, je n'ai pas de mots particuliers. Je ne peux que vous féliciter pour les différentes initiatives que vous avez. Parce que je sais que Parcours Résilience, ce n'est pas le seul projet que vous menez. Donc, vous avez ce dynamisme et cette volonté de faire bouger les choses. Et je pense que, bon, voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais bon, il appartient surtout à ceux qui ont les idées, et des idées, vous en avez. Donc, merci pour l'invitation et ravi d'avoir partagé le peu d'expérience que j'ai avec les auditeurs et téléspectateurs. Et c'est avec plaisir, si jamais je dois encore intervenir quelque part, parce que bon, voilà, oui, je ne suis peut-être pas un très bon orateur, mais bon, j'aime apporter en tout cas le minimum de connaissances que j'ai à l'avenir de nos compatriotes, de nos amis, parce que bon, c'est vrai que je côtoie aussi bien, des gens de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord, enfin bon, voilà, donc bon, on essaie de diversifier les connaissances, parce que bon, j'apprends aussi en côtoyant les autres et à partager aussi mon expérience, et puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, encore, merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre interview Parcours et Résilience. Gardez à l'esprit une chose. Gardez à l'esprit une chose. Les obstacles font partie de votre parcours. Vous ne pourriez pas enlever les obstacles de côté et prétendre arriver à destination. Et c'est en cela que Parcours et Résilience est l'aboutissement de tous les pas que vous faites. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et nous irons chercher des professionnels, des experts très aguerris pour qu'ils nous parlent de leur parcours. Merci.